rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand dossier du Mondial du bâtiment, une émission animée par Nathalie Croiset. Tous les mois, dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous organisons un grand débat autour des thématiques majeures pour l'avenir du bâtiment. Ils sont souvent d'ailleurs en lien avec les sujets liés à la lutte contre le dérèglement climatique. La question que l'on pose ce mois-ci, c'est quelles solutions pour réduire l'empreinte carbone des chantiers. Alors on parle souvent des chantiers zéro émission, mais on a décidé spécifiquement de se consacrer à un angle qui est lié aux engins de chantier et au transport. On va en parler avec Hugues-Marie Olagnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes manager et copilote pratique stratégie chez Carbone 4. Quelques mots pour présenter Carbone 4 et puis vous allez nous en dire plus parce que vous menez actuellement une étude justement de près sur cet impact carbone des engins. Oui, tout à fait. On en parlera juste après. Carbone 4, qui on est un cabinet de conseil très classique. On a des clients, des entreprises la plupart du temps auxquels on essaie d'apporter des éléments de réponse aux questions qu'elles se posent, mais sur un sujet très spécifique qui est la décarbonation au sens large de l'économie et l'adaptation au changement climatique. Le sujet effectivement du bâtiment au sens large et des chantiers est un sujet qu'on traite. Et donc, effectivement, on aura l'occasion d'en reparler juste après. Exactement, on va rentrer en détail. On est ravis aussi d'accueillir Catherine Garniou, bonjour. Bonjour Nathalie. Qui est chef de file RSE de la FFP, mais aussi chef d'entreprise. C'est ça qui est important parce qu'on va avoir aussi votre témoignage d'entrepreneur. Oui, tout à fait. Exactement, mon quotidien. Votre quotidien. Pour continuer ce tour de table, ce qui est bien aussi de voir de côté aussi des biens d'équipement et des loueurs, on a Julien Chalet avec nous, bonjour. Bonjour. Qui est donc directeur de l'action collective chez Evolis, qui est une organisation professionnelle des biens d'équipement, c'est bien ça? C'est ça, donc on représente les fabricants d'équipements aussi bien pour la manutention industrielle, les équipements fluidiques, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, les équipements pour le BTP. Et vous allez évidemment réagir et commenter à ce sujet. Vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Et Hervé Rebello, bonjour. Bonjour. Rebolo, délégué général, j'ai fait une erreur sur votre nom, du DLR, qui regroupe alors les entreprises du secteur de la distribution, de la location, de la maintenance et des services, c'est bien ça? Tout à fait, de matériel, et c'est le secteur fournisseur des membres de la FFB. Voilà, donc on a fait un premier tour de table. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on sait bien que réduire l'empreinte carbone d'un chantier, ça passe, on le sait, par l'usage de matériel moins polluant. On parle de plus en plus du 100% électrique. On a l'impression que ça monte en puissance. Bon, on va bien le voir, c'est quand même largement au stade embryonnaire dans ce secteur. Et pourtant, il y a beaucoup à faire. Alors, on va poser les bases d'abord. Hugues-Marie Olagnier, peut-être le contexte aussi, parce que là, on parle spécifiquement quand même des engins. On va parler aussi un peu du transport, parce qu'il y a le fait aussi de venir sur les chantiers, aussi avec des camions, mais de venir aussi, quand on est salarié, de venir aussi en voiture sur un chantier. Exactement, ça c'est toutes les émissions qu'on peut qualifier d'émissions liées au chantier. Pour recontextualiser un tout petit peu, aujourd'hui en France, les émissions liées au secteur du bâtiment au sens large et aux travaux publics, c'est 25% des émissions de la France. Mais dedans, effectivement, il y a les émissions liées à l'usage des matériaux pour construire ces nouveaux bâtiments, il y a les émissions liées à la consommation d'énergie pour chauffer, refroidir ces bâtiments, et puis il y a une petite fraction, enfin plus petite en tout cas, liée aux émissions de chantier, c'est-à-dire vraiment cette opération au moment où le bâtiment sort de terre. Alors c'est une fraction qui est plus limitée que les deux premiers postes que j'ai cités, mais il n'empêche que dans cette logique de la décarbonation et de la stratégie nationale bas carbone que les pouvoirs publics ont maintenant mis sur pied, c'est important aussi de s'y atteler. Et effectivement, vous avez cité l'utilisation des matériels qui peuvent être moins carbonés, mais aussi tous les transports et la logistique d'aller et venue autour du chantier qui est aussi importante à considérer quand il s'agit de décarboner. Alors, il y a quelques éléments clés qu'on peut retenir quand il s'agit de décarboner le chantier de construction, ou de rénovation d'ailleurs. Le premier, c'est effectivement autour des machines. Alors, on est en train de faire en ce moment chez Carbone 4 une étude pour regarder effectivement la vertu carbone comparée des différentes machines de chantier selon leur motorisation. Parce qu'aujourd'hui, tout fonctionne effectivement au combustible fossile, au diesel, mais demain, on pourrait envisager effectivement des machines qui passent à l'électrique ou au bio-GNC, au gaz naturel compressé, ou éventuellement encore à l'hydrogène. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas. Aujourd'hui, les chiffres sont encore en train d'être calculés. Par contre, on peut déjà commencer à tracer des parallèles, par exemple avec les tracteurs ou les camions qui sont utilisés pour le transport routier. En deux mots, passer à l'électrique ou à l'hydrogène décarboné permet de diviser par 3 à 10 l'empreinte carbone de l'utilisation de ces matériels. Donc effectivement, il y a un vrai potentiel de baisse des émissions lié à ce changement de motorisation. Par contre, c'est pas sans poser des difficultés, par exemple autour de l'autonomie de ces matériels, autour de leur recharge sur ce lieu de chantier, d'où le deuxième sujet important quand il s'agit de traiter la décarbonation des chantiers, c'est
comment je me fournis en énergie sur mon chantier. Voilà, parce que si je suis dans tout électrique et que finalement l'électrique, j'ai des groupes électrogènes derrière, c'est pas non plus une solution au niveau de l'analyse du cycle de vie, comme on dit dans les termes. C'est une très bonne question et je pense qu'on en reparlera. Oui. Mais aujourd'hui, effectivement, la plupart du temps, l'énergie sur chantier est apportée par ces fameux groupes électrogènes qui fonctionnent au diesel ou en tout cas au combustible fossile. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un premier chiffre assez déroutant, c'est que si vous avez demain une pelle électrique, donc qui fonctionne avec une batterie, si vous la rechargez avec un groupe électrogène qui fonctionne au combustible fossile, vous allez déjà gagner 10 à 15% d'émissions par rapport à la même pelle qui fonctionnerait uniquement au combustible fossile. Donc ça, déjà, c'est un premier élément intéressant, mais vous voyez que par rapport à la division par 3 à 10, si je passe au tout électrique, c'est-à-dire rechargé par soit une batterie que j'ai installée sur mon chantier ou directement sur le secteur, à ce moment-là, on va beaucoup plus loin dans la décarbonation. Mais c'est déjà un premier pas intéressant. Et par contre, on a cité effectivement des freins, des obstacles liés à l'utilisation de ces nouveaux matériels et de ces nouvelles sources d'énergie sur chantier. L'un des premiers éléments d'obstacle, c'est le coût et la disponibilité des matériels. La disponibilité, on en reparlera, les constructeurs commencent à mettre sur le marché des offres, mais c'est pas encore mature. Exactement. Et puis, sur la partie coût, effectivement, aujourd'hui, le coût à l'achat de ces matériels peut être aussi plus élevé, mais à bien regarder dans une équation économique complète, parce que après le coût d'achat, il y a le coût d'utilisation, et qui peut être beaucoup plus bas quand on est effectivement sur un véhicule, par exemple électrique, rechargé avec donc le plein d'électricité et pas d'essence. Bon, c'est parfait parce que vous avez tout balayé, ce qui va faire aussi l'objet du débat, parce que maintenant il va falloir aussi voir avec les professionnels comment ça se passe. Alors, vous en parliez, et puis je vais commencer à faire réagir Catherine Guernieux aussi sur ce qu'elle vit au quotidien. Un sondage a été réalisé là en juin dernier, entre le 16 et le 24 juin, auprès des visiteurs, metteurs en œuvre du Mondial du bâtiment 2019, sur déjà les véhicules professionnels. Quel est leur type finalement de carburant? On est au diesel à 80%, à l'essence à 22%, à l'hybride 8,7% et l'électrique à 4%. Donc voilà, donc là on est quand même sur une réalité. Et pour ce qui est du matériel, une question a été posée. Avez-vous déjà utilisé un matériel à énergie alternative en remplacement d'un matériel thermique? Là, il en ressort pour le petit outillage de l'électrique à peu près 23%, bi-énergie hybride à 8,7%, je vais plutôt y arriver, 0,8, ça fait pas grand-chose, et aucun à presque 69%. Donc on voit bien, ça pose les bases des échanges. Alors justement, Catherine Guernieux, vous pouvez vous commenter, on va dire, au quotidien ce que vous vivez, quoi. Oui, alors, nous, au quotidien, c'est surtout la difficulté pour acheminer nos produits finis. Donc, moi, je suis fabricante de menuiserie et vraiment, le souci, c'est d'aller, surtout quand on est en région parisienne, c'est se rendre sur nos chantiers. Et là, par exemple, la semaine prochaine, j'ai des menuiseries en changement, en rénovation dans le 16e, vraiment des très beaux ouvrages. Et il est évident qu'en fait, c'est une SMI qui va être obligée de livrer nos châssis. Et en fait, j'ai pas d'alternative aujourd'hui pour livrer ces menuiseries autrement que par les combustibles classiques. Donc, comment faire? Voilà, c'est vraiment tout le problème est là. On n'est pas du tout contre. On est bien conscient de ce que l'on doit faire. Et en fait, c'est comment amener cette modification, comment nous accompagner. Parce que quand vous parliez justement des 4% électriques, c'est tout simple. C'est les véhicules pour nos conducteurs de travaux, c'est les véhicules, des petits véhicules. Et on est loin du transport de nos marchandises. Donc, d'ailleurs, ce qui fait le delta, c'est... Voilà, l'offre aujourd'hui n'est pas là. Surtout qu'on voit arriver aussi ces ZFE, zone à faible émission. Bon, alors c'est encore sur la base du volontariat, mais c'est de dire, en tout cas on le voit arriver à Paris, que les véhicules dotés d'une vignette critère R4 ne peuvent plus accéder à certaines zones, en particulier évidemment dans Paris. Donc là, ça pose une vraie problématique. Exactement. On nous demande de la rénovation énergétique, on nous demande de construire plus de logements, puisque nous sommes en pénurie. Comment allons-nous traiter nos chantiers? Donc, on va être de plus en plus efficient sur nos modes de production. Mais derrière, concrètement, sur le chantier, comment ça se passe? Alors, on va essayer quand même de voir tout à l'heure s'il y a des solutions. Mais là, on pose quand même une réalité, faire une photo, on va dire, de la réalité qu'on vit au quotidien. Hervé Rebolo,
vous aussi, du côté des loueurs, c'est pas simple. Oui, tout à fait. Vous permettez que je vous donne quelques chiffres sur le secteur. La vente et la location de matériel en France, c'est 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 50 000 salariés, 2200 entreprises, 4400 sites répartis sur l'ensemble du territoire français. Il faut savoir que 60% de ces entreprises, ce sont des TPE de 10 à 15 salariés. Ça renvoie tout de suite à leur capacité de penser le problème et d'acheter. Alors, je rebondis sur la question du coût. La question du coût est tout à fait vraie, vous l'avez évoqué, on a bien vu tiers 3, tiers 4, tiers 5, à chaque fois on prend 20% d'augmentation quand il y a un nouveau matériel. Là, c'est un vrai souci, comment on va faire pour acheter, et puis surtout, en sortie de crise sanitaire, là où les coûts ont déjà explosé pour d'autres raisons. Deuxième chose, quand bien même l'offre constructeur, vous l'avez aussi évoqué, existerait, on parle de centaines de milliers de matériels à finalement remplacer sur l'ensemble du territoire français. Je vous laisse imaginer le temps que ça va prendre. Ensuite, on a aussi un autre problème qu'on n'a pas évoqué. Un très gros souci des gens du matériel en France, pas qu'en France d'ailleurs, mais des gens du matériel, c'est la maintenance des matériels. Et naturellement, trouver les techniciens formés. Aujourd'hui, c'est simple, la profession cherche 1500, 1600 techniciens par an. Nous en formons et trouvons difficilement 800. Sur les moteurs thermiques, sur le thermique. Donc vous imaginez qu'il va falloir aussi former maintenant sur les énergies alternatives. Alors on les a citées tout à l'heure. Donc là, il y a un énorme caillou dans la chaussure qu'on ne sait pas régler. Et ensuite, ce qui ne veut pas dire pour autant que vous ne prenez pas conscience de cette réalité. Totalement. Parce qu'on sait bien, on n'arrête pas de parler de limiter l'empreinte carbone. Je pense que personne ici va dire « non, moi je ne veux pas faire ça ». La seule chose, c'est comment je le fais. Mais merci effectivement de faire ce warning, Nathalie. L'idée n'est pas d'être pour ou contre, bien sûr qu'on est pour, mais il y a une vraie réalité qui fait qu'il y a un buzz aujourd'hui où on a l'impression que ça va être réglé l'année prochaine. Moi, mon message aussi aujourd'hui va consister à dire oui, certes, pour, mais ça va prendre du temps. Et dernier point, effectivement, la tenue de ces matériels en live sur le chantier et surtout, vous savez bien qu'un marché du neuf, c'est aussi un marché de l'occasion. Que va être ce marché de l'occasion lorsque ces matériels vont arriver en fin de vie? Est-ce qu'ils vont être exportés? Est-ce que là, on a zéro visibilité. Or, ça fait partie de nos métiers que de savoir gérer l'occasion aussi. Voilà. Alors, je pense que Julien Chalais approuve beaucoup de ce qui vient d'être dit, mais c'est vrai qu'il y a un vrai questionnement sur le fait que l'offre d'équipement n'est pas encore là, qu'il ne faut pas non plus aller aussi dans tous les sens. Il y a besoin aussi d'organiser une stratégie par rapport à ces choix d'équipement. Oui, c'est vrai que l'offre arrive tout doucement sur le matériel électrique. Bon, il y en a, la plupart des fabricants ont au moins un matériel à leur catalogue. Après, ça couvre pas forcément tous les besoins. Donc, il y a plein de projets en développement. On travaille aussi de manière collective il y a des problèmes de normes, de certification de ces matériels. Il y a encore beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses à régler. Et au final, oui, ça coûte 2 fois plus cher. Le marché, il est pas encore là parce que, le problème aussi, pour un loueur, j'imagine, une fois qu'on a un engin électrique, faut avoir des chantiers électrifiés pour le louer. Et puis même si on en donnait un aujourd'hui à un loueur, s'il n'a pas de marché, il sera bien encombré avec une pelle électrique. Et électrifier le chantier, c'est aussi des contraintes administratives. Donc, il y a un vrai souci au-delà des problèmes financiers de la poule et de l'œuf pour commencer à électrifier, amorcer la pompe pour avoir à la fois la recharge sur site et puis le matériel disponible. Après, c'est en cours, ça avance. Les engins électriques, d'ici quelques années, il y aura une offre assez complète, j'en suis sûr. Tous les constructeurs y travaillent. Après, et vous posiez la question, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'électrique, mais finalement, entre biocarburant, électrique, GNV, on peut se poser la question, et peut-être que vous pouvez aussi rebondir sur le bilan carbone. Côté des constructeurs, on serait très intéressé des résultats de votre étude sur l'analyse comparative, le bilan carbone avec des biodiesels ou du gaz naturel, parce que c'est un vrai point d'interrogation. Si c'est une voie d'avenir, pourquoi pas. C'est même sûrement beaucoup plus facile à développer que de l'électrification. Après, c'est pas un coût nul non plus, donc c'est pour ça que l'offre elle est pas là non plus, parce qu'il faut certifier les moteurs de nouveau avec si on prend un biodiesel, il faut recertifier, il faut un moteur certifié pour le biodiesel
il y a de la mise au point, c'est des centaines de milliers d'euros d'investissement quand même. Et on ne peut pas faire ça que pour la France. On parle des biodiesels baissant en France, mais pas trop à l'étranger. Et les constructeurs ne vont pas s'amuser à faire certifier... les constructeurs de moteurs ne vont pas certifier des moteurs que pour la France et puis certifier des moteurs différents pour les autres pays. Donc, il y a besoin vraiment de visibilité pour éventuellement aller vers la voie des biocarburants. Alors, Hugues-Marie Olénier, vous pouvez justement répondre à ce comparatif, parce que vous êtes en train d'évaluer justement la valeur carbone, vous en parliez. Hein. Exactement, donc ça fait partie effectivement du périmètre de nos calculs. Et ce qui est intéressant sur les biocarburants, c'est que tous les secteurs qui utilisent aujourd'hui de l'essence ou du diesel, comme les machines de chantier, mais également le transport routier, mais également aussi le transport aérien, et qui ont besoin pour certains de cette densité énergétique qu'il y a dans le kérosène ou le diesel d'aujourd'hui, effectivement, on voit dans les biocarburants une panacée, parce que ça permet de pas changer grand-chose finalement dans les motorisations, au-delà de la certification, et puis derrière d'avoir un carburant moins carboné. Alors la difficulté liée aux biocarburants, c'est que beaucoup de secteurs en veulent, et l'offre disponible n'est pas forcément et ne sera pas forcément au rendez-vous, parce que pour produire ces biocarburants dits de seconde génération, on a restreint finalement l'offre potentielle. Pourquoi ? Parce que au départ, on était potentiellement en concurrence avec les usages alimentaires, donc des productions qui sinon servaient à nourrir des humains ou des animaux. Donc là, on s'est dit c'est quand même pas très bonne idée. Et quand maintenant on est sur les résidus forestiers ou des résidus agricoles, forcément la quantité est plus limitée, ou sinon sur des cultures très spécifiques, la quantité est plus limitée. Et donc l'offre est bien inférieure à la demande potentielle. Donc là déjà il y a un vrai sujet, et la question, mais à traiter collectivement, c'est quelle priorisation ? Est-ce qu'on préfère effectivement les allouer au secteur aérien qui a des vraies difficultés technologiques à se passer de combustible dense en énergie ? Est-ce qu'on les affecte plutôt au transport routier ou plutôt aux machines de chantier ? Ça, c'est une vraie question à résoudre. Et la deuxième question, c'est l'empreinte carbone aussi de ces biocarburants. Parce que tous ne se valent pas. Si vous prenez des biocarburants produits à partir d'huile de palme, on sait déjà que c'est 3 à 4 fois plus émissif que le diesel que vous metteriez dans votre moteur. Donc, hors de question, on ne le fait pas. Par contre, si vous utilisez par exemple des huiles usagées que vous allez raffiner pour ensuite en faire des biocarburants, là par contre vous pouvez être une demi-fois moins élevé, enfin en gros vous divisez par 2 l'empreinte carbone du carburant. Donc là, bonne idée. Mais ressources limitées. Donc voilà, donc voir le biocarburant comme une panacée, non, parce que il y a ce sujet de la ressource, il y a ce sujet de l'empreinte carbone, et puis le sujet du coût aussi. Hein. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus coûteux à l'achat, ce biocarburant. Donc il faut l'intégrer effectivement dans le périmètre de comparaison. Faut garder, raison sur le fait que ça soit le miracle tant attendu. Alors j'ai envie de mettre un peu les pieds dans le plat aussi, parce que l'électrique aussi, on a l'impression que c'est la panacée. Et vous l'avez vu en ce moment, l'électrique, de tous côtés, on dit c'est bien gentil, mais en fait, avec les terres rares, les métaux qu'on utilise, la fabrication, les batteries, etc., on nous crée plus de pollution qu'on nous dit à l'inverse qu'on en enlève. Oui, alors ça dépend de quelle pollution vous regardez, mais globalement, quand aujourd'hui, on va dire pour le transport routier, je le disais en introduction, ça permet de réduire très significativement l'empreinte carbone effectivement d'un véhicule. Pour une citadine classique, vous allez diviser par 3 l'empreinte carbone de votre citadine en utilisant de l'électricité bas carbone, comme en France par exemple, par rapport à un véhicule thermique classique. Donc, si vous voulez, ce calcul est bien fait sur l'ensemble du cycle de vie. Production de la batterie incluse dans le cas du véhicule électrique, comparativement au véhicule thermique. Donc là-dessus, le débat aujourd'hui, il est derrière nous. Il faut aller effectivement vers d'autres motorisations et la batterie. Et pourtant, le débat, on l'entend monter, hein, franchement. Oui, on l'entend monter, mais c'est pour ça mais on l'entend. Et c'est pour ça que chez Carbone 4, on est attentif à une chose, c'est être rigoureux dans l'analyse, apporter des analyses factuelles et sourcées. Et quand on fait les calculs sérieusement, les résultats ne laissent pas beaucoup de place au doute sur la vertu carbone comparée. Après, ça peut déplacer ou créer de nouveaux soucis ou de nouveaux problèmes. Vous citiez par exemple l'exemple des matières premières utilisées pour produire les batteries. Alors dans une batterie, il n'y a pas de terre rare, ça c'est déjà. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de terre rare, c'est pour l'oublier. Par contre, ça utilise des métaux comme du lithium, comme du cobalt, par exemple. Oui, effectivement, si demain matin on remplaçait on produisait l'ensemble des 90 millions de véhicules neufs qu'on produit par an dans le transport par des véhicules à batterie, avec des très grosses batteries pour faire des très longues distances avec, on aurait effectivement un petit problème de ressources disponibles pour pouvoir y arriver. Donc ça va de pair avec des évolutions aussi dans l'usage du transport et dans l'usage de ces voitures. Par exemple, si on a des véhicules plus partagés, pour faire la même distance sur la durée de vie du véhicule, on aurait peut-être besoin d'en produire beaucoup moins. Donc il faut effectivement cumuler différents leviers pour arriver
arriver à une décarbonation de la mobilité. Et puis l'électrique n'est pas que la seule voie pour y arriver. On a parlé tout à l'heure du bio-GNC, peut-être l'hydrogène dans le transport lourd et dans les machines de chantier peut être aussi un vecteur énergétique intéressant pour peu qu'il soit produit de façon décarbonée. Donc, ce qui s'ouvre devant nous, c'est... Et pour le moment, l'hydrogène décarboné, c'est encore 3 fois plus cher que ce qu'on appelle l'hydrogène gris. Donc, exactement, mais comme le véhicule électrique est encore plus cher à l'achat pour l'instant qu'un véhicule thermique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que décarboner les usages de transport, de machines de chantier, c'est s'ouvrir à une variété de solutions. Il n'y a pas une solution miracle qui l'emportera sur toutes, et il va bien falloir regarder en fonction des cas d'usage, quel est effectivement le mix énergétique, la motorisation pertinente pour ce type d'usage, et à ce moment-là, ensuite d'aller effectivement fort dans cette direction. Alors oui, vous pouvez réagir bien sûr, parce que là on commence à aller aussi vers les solutions. Allez-y, Hervé. Je voudrais réagir à ce que vous venez de dire, Nathalie, très intéressant. Vous dites, on en parle beaucoup. Alors où est-ce qu'on en parle ? Là, je vais parler des loueurs. Vous avez parlé de la location tout à l'heure. Nos grands clients nous en parlent. C'est vrai que les majors du BTP nous parlent de ceci. Le top 10 des loueurs en France, il y a quelques beaux joyaux. Hein, je ne vais pas donner de nom, mais on voit de qui on parle. Planche là-dessus, travaille là-dessus. Sauf que sur les 10 dont je vous parle, après, il y en a 1600 qui sont des TPE. Or, je parle sous le contrôle de madame qui est chef d'entreprise. Votre métier, madame, qu'est-ce que c'est ? C'est trouver des clients, émettre des factures et vous les faire payer. Je sors d'un salon du matériel la semaine dernière. Je peux vous dire que j'ai entendu parler de 100 000 sujets. J'ai pas du tout entendu parler des questions que nous évoquons là. Si on parle de carburant aujourd'hui, c'est sur le problème de la défiscalisation du GNR qui est toujours pas réglé, on sait pas trop quoi faire. Et l'additif à des Blue qui pose encore certains problèmes, des fois, est-ce qu'on se trompe de réservoir. Bon. Donc la réalité, c'est ça. Hein. Je rebondis toujours sur ce que vous avez dit. Nous sommes pour. Mais je suis ici pour rappeler que ça va être long. Oui, ça va être long. On va parler justement peut-être d'échelle de temps. Vous voulez réagir justement, Catherine Guerniou, à ce qui a été dit ? Moi, je suis tout à fait d'accord, hein, mais c'est vrai que on n'a pas d'harmonisation en fait. On nous annonce des lois, on nous parle de ZFE, on nous parle d'obligations, mais derrière, en fait, il n'y a pas de concertation. Et en fait, en même temps, je suis conseillère au CESE sur la commission environnement. Et hier, j'ai travaillé en fait sur justement la commission. Enfin, on attaque cette nouvelle mandature et on a travaillé sur la partie économique et on s'aperçoit en fait, on nous a projeté à 2050. Donc voilà, on va dire tout est fait. Mais pour y arriver, c'est vraiment toute une organisation et surtout il faut voir tous les acteurs parce que en fait vous dites qu'il y a besoin d'accompagnement, que quelque part il y a aussi une décision qui est prise. Il y a besoin de concertation parce que quand on parle aussi augmentation des coûts, ça veut dire que le coût va aussi se retrouver au niveau du particulier qui va faire sa rénovation, qui va faire ses travaux, qui va être demandeur et qui va se retrouver avec des augmentations qui vont être considérables. Donc en fait c'est vraiment tout un maillon. Et c'est vrai qu'à cette commission des enjeux, on doit justement montrer quelles vont être les évolutions et comment on va y arriver. Et en fait, si on veut rentrer dans quelque chose de vertueux, c'est vraiment toute une politique publique complète qui doit être présentée. Alors, Julien Chalais, vous voulez peut-être aussi commenter ce que dit Catherine Guerniou, puis montrer, parce que finalement, vous tous, comme vous dites, peut-être certains sont plus ou moins pas concernés, mais en tout cas, disons que c'est pas une priorité, on le comprend, mais les acteurs se mobilisent. Vous-même, vous y réfléchissez, hein, vous, sur la question des biocarburants, sur la question de l'électrique. Vous commencez à voir de près ce qu'on peut faire aussi. C'est l'électrification des engins, c'est un sujet, hein, des groupes de travail au sein des Volis pour réfléchir, comment on les fait, quelles sont les normes de sécurité à mettre en œuvre, hein, parce que il y a plein de choses à régler pour avant que ce genre de produit soit sur le marché. C'est très normalisé, tout ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent déjà aujourd'hui en termes tout simplement d'économie d'énergie. Hervé Rebolo parlait tout à l'heure des réglementations tier 4, tier 5 là, ou stage 4, stage 5. Donc il y a des réglementations sur les moteurs, qui réduisent de manière drastique les émissions, surtout les émissions de particules et de NOx. Ça réduit aussi les consommations, ces réglementations. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations qui aboutissent à des économies d'énergie. Donc quand on renouvelle le parc, on fait aussi des progrès en termes de consommation et donc d'émissions de CO2.
Et il y a des machines aussi qui sont plus performantes quand même aussi. Voilà, les machines sont plus performantes. Le downsizing, donc des moteurs de cylindrée plus faibles, réduisent les consommations, des dispositifs stop and start, parce que voilà, tout le fonctionnement, enfin les moteurs qui fonctionnent au ralenti pendant des longues périodes, c'est des émissions totalement, enfin dont on peut assez facilement se passer. Et pour accompagner tout ça, donc il y a des réglementations et des incitations, mais qui ont du mal à prendre. Un certificat d'économie d'énergie, c'est pas forcément. Je sais pas si à côté des loueurs, par exemple, les gens sont conscients qu'il y a des certificats d'économie d'énergie quand on a des dispositifs stop and start. Maintenant, on peut en bénéficier. Et c'est des choses qui pourraient se développer. C'est pas simple. Après, un gros loueur peut sûrement très bien gérer ce genre de dispositif et en bénéficier pleinement. Pour une TPE, c'est forcément plus difficile. Je voudrais rebondir sur ce que disait Madame tout à l'heure sur la notion de livraison. On parle beaucoup de mobilité aujourd'hui en France, c'est très bien. Je dirais que la mobilité pour nous n'est pas trop un problème. Notre problème, c'est l'accessibilité. C'est un tiroir de la mobilité. Entièrement d'accord. Or, tout à l'heure, vous avez évoqué la concertation. Quand on voit les cœurs de ville aujourd'hui, on ne va pas nommer de ville, mais on voit auxquelles on pense, on va dire les plus grandes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est très bien, on met des pistes cyclables, on ferme des rues, etc. Donc nous, on est obligé de livrer à 5h du matin. C'est-à-dire qu'en plus, on ouvre encore plus les horaires de pollution. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le trafic, on est avant ou après. Sur des parcours qui sont cauchemardesques parfois parce que on peut plus passer. Donc ça aide pas la décarbonation. Hein. C'est insupportable. C'est un vrai problème. Hein. Disons que là, oui, voilà, c'est un choix politique. On l'a bien sans concertation. Sans concertation. Mais je crois qu'à la FFB quand même, vous dialoguez. Un dialogue est ouvert aussi quand même. Oui, avec bien entendu, on a des groupes de travail sur les sujets. Bien sûr qu'on dialogue. Et on est très actifs, mais ça n'empêche que c'est notre quotidien et notre quotidien. Effectivement, on n'arrive pas à accéder au cœur de nos villes. Donc, nos travaux, ils sont bloqués. Enfin, j'ai un collègue qui, dernièrement, faisait une rénovation d'une porte cochère dans le Marais. Vous pensez bien que si vous n'arrivez pas à accéder à la rue, je ne sais pas comment on va porter la porte cochère. Quand on parle de pénibilité, là, on a de la pénibilité. Parce que ça aussi, nous, pendant des années, on se bat justement sur la prévention des risques. On est déjà... je veux dire, c'est des choses auxquelles on est vraiment très impliqués. Et là, on nous, justement... je vous montrais tout à l'heure une photo de ce que j'ai vu, une petite carriole. C'était en coulisses, je dis ça pour ceux qui nous suivent. C'était en coulisses, mais c'est une grande plateforme de distribution que nous avons sur le territoire français. Effectivement, ils ont trouvé des vélos électriques qui tirent dans une petite charrette du matériel. Mais enfin... déjà, l'image, je la trouve... un peu retour en arrière, vous voulez dire ? Un petit peu retour en arrière. Il manque juste le cheval, en fait. Oui, il manquait... Avec un cheval, ça aurait peut-être été pas mal. Mais c'est surtout, qu'est-ce qu'on va transporter, quoi ? Enfin, c'est vraiment hyper limité. Donc... Après, on est tout à fait conscient. On a envie, bien entendu, aussi d'évoluer. On a aussi envie d'avancer parce qu'on est bien conscient. On voit bien les réchauffements climatiques. Regardez ce qui se passe en ce moment au Canada. C'est une catastrophe. Oui, les dômes de chaleur. Donc tout ça, on en est bien conscient. Mais c'est plutôt une harmonisation parce qu'on parle de la France, mais c'est une harmonisation européenne et c'est une harmonisation internationale parce qu'aussi, il va y avoir des problèmes de compétitivité. Donc, c'est vraiment une réflexion que l'on doit avoir tous ensemble, tous les acteurs, pour arriver à des solutions efficaces. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, oui, sur un point, on va peut-être gagner au niveau carbone, et puis ensuite, il faut voir aussi derrière comment ça va être traité, comment ça va être recyclé, le cycle de vie du produit. Donc, c'est vraiment toute une réflexion qu'il faut avoir. Et finalement, vous apercevez qu'on n'a pas tant de solutions que ça. On n'a pas les aides. Oui, il y en a, mais enfin... On n'arrive même pas trop à savoir parce que c'est une aide par-ci, une aide par-là. Enfin, ensuite, au niveau des matériaux, alors oui, sur chantier, vous avez maintenant certains matériaux qui sont bien adaptés, mais au niveau, par exemple, transport, on en est toujours au point mort. Enfin, hormis des citadines, il n'existe quasiment rien. Donc, vraiment, c'est comment allons-nous réussir, tous acteurs de la filière,
à trouver des solutions efficaces et pérennes. Alors Hugues-Marie Olagnier, je peux que vous faire réagir. Bon, on a bien compris, si on veut essayer de se donner une échelle de temps, le sujet c'est quelle solution? On voit bien qu'on en a encore peu. Une échelle de temps, c'est quoi? On commence par, on parlait aussi tout à l'heure de petit outillage, hein, c'est peut-être la première étape pour ouvrir au transport, mais la question des transports, elle concerne finalement plus globalement les villes. Hein. On n'est plus uniquement sur une question de chantier là. Hein. Oui, tout à fait. On a... on a beaucoup de clients maintenant chez Carbone 4 et souvent une sorte de demande qu'on nous fait constamment, c'est on nous a parlé effectivement de ce sujet du changement climatique, on doit se décarboner, proposez-nous un plan de décarbonation pour pas 1 euro et pas un désagrément. Et ça, n'étant ni magicien ni on n'y arrive pas. Parce qu'en fait, effectivement, se décarboner, c'est d'une certaine manière se passer des combustibles fossiles qui nous ont facilité la vie sur une multitude de dimensions dont on n'a même plus conscience dans notre vie quotidienne. Donc faire bas carbone, souvent, c'est malheureusement se passer de cette sorte de baguette magique des combustibles fossiles pour trouver d'autres solutions, d'autres manières de faire. Donc finalement, les expressions qu'on a ce matin sont juste des expressions naturelles de on doit changer et on n'y voit pas encore clair, on doit être accompagné, ça change l'équation économique et effectivement la clarté dans le chemin qu'on doit emprunter n'est malheureusement pas encore au rendez-vous. Donc là, tous les acteurs doivent être effectivement autour de la table parce que les pouvoirs publics peuvent apporter un chemin de clarté, mais pas seuls, parce que sinon on va leur reprocher de ne pas concerter. Donc les acteurs économiques également, la FFB, mais aussi les représentants des acteurs, bien évidemment, doivent être autour de la table pour trouver effectivement un chemin pour y aller. Ça sera pas simple, ça sera pas à coût zéro, mais en tout cas, il n'y a pas d'autre solution que de s'engager dans cette direction. Alors ensuite, effectivement, le sujet par exemple de l'accessibilité des chantiers. On est dans un contexte où les villes cherchent effectivement à se décarboner également, à aussi rendre ces villes plus agréables pour leurs habitants et donc limiter le trafic routier. Ça pose la question de l'accessibilité pour les activités professionnelles de la ville, et donc il y a forcément des solutions qui doivent être trouvées sur l'offre de transport disponible moins carboné. Aujourd'hui, je pense que c'est un secteur qui a une maturité plus élevée que celui des machines de chantier. Les machines de chantier, on est vraiment au début, en tout cas pour celles qui sont un peu imposantes, on est vraiment au début du chemin. Pour le transport, c'est une problématique auquel ils sont confrontés, transport routier un peu lourd, depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, des alternatives, que ce soit avec du gaz naturel, que ce soit avec des batteries qui commencent à voir leur apparition sur des petits véhicules utilitaires, c'est des choses qui commencent à voir le jour. Et on est, je pense, à un moment où on en reparle dans 5 ans, je pense que la question que vous vous posez aujourd'hui trouvera des éléments de réponse. Donc c'est quoi l'horizon? Justement, c'est peut-être 5 ans, 10 ans? Grosso modo, aujourd'hui, dans la mobilité au sens large, en commençant par la mobilité personnelle, individuelle, les voitures, mais après professionnelle et plus spécifique, la transformation est vraiment en cours. Vous voyez, toutes les annonces des constructeurs, des grands constructeurs, finalement, avec des conséquences accélérées, peut-être grâce au Dieselgate, toutes les annonces se succèdent et finalement les investissements commencent à être mis sur la table. Mais il faudra un coût moins important quand même aussi. Alors on y revient toujours. Mais on y revient toujours, mais parce que le coût, en fait, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est pas sûr qu'on arrive à avoir une mobilité moins coûteuse et moins impactante pour l'environnement. Donc ça repose aussi la question de la mobilité, l'accès à cette mobilité, le pourquoi de cette mobilité aussi dans notre société. Et ce sont des questions qui sont pas simples à résoudre. Mais donc, se décarboner, de toute façon, c'est soulever tout un tas d'enjeux qui, malheureusement, n'apportent jamais de réponse simple. Et il faut toujours se méfier des personnes qui arrivent au milieu d'une table en disant « Non, mais vous avez rien compris, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. » Oui, parce que finalement, c'est un changement de modèle. Vous pouvez faire un tour de temps que vous évoquez, Nathalie, je suis aussi dans une logique de moyen terme. Moyen terme, c'est 5 ans. Il va se passer beaucoup de choses, mais ce sera quand même 5 ans. Vous avez dit aussi quelque chose de très intéressant, on n'y voit pas clair. C'est exactement ça. On va illustrer très simplement. Je suis loueur, j'ai une flotte de, je ne sais pas combien, 120, 130, 200 matériels, ou camions même, et je suis au diesel. Or, le diesel est attaqué de toutes parts, et allez, je me pose littéralement la question, ça c'est une question que se posent les loueurs, qu'est-ce que je fais avec mes nouvelles motorisations? Je vais vers quoi? Et là, à très court terme, la réponse, elle n'est pas claire du tout. Ouais, tout à fait. Et tout le monde se la pose, cette question-là. Mais parce que, et aussi dans le transport lourd, et comme aussi dans les machines de chantier, la question de savoir quelle est la solution, le mix énergétique et la motorisation la plus pertinente, elle est moins tranchée que pour le transport individuel. Aujourd'hui, pour le transport individuel, la batterie est effectivement, le véhicule électrique à batterie est effectivement la solution la plus pertinente par rapport, par exemple, à l'hydrogène ou à d'autres sources alternatives d'énergie.
Pour le transport lourd, c'est beaucoup moins tranché aujourd'hui, et il y a encore un peu de temps qui doit passer avant d'y voir plus clair. Avec un corollaire, il faut que ça marche à 100% tout le temps. Déjà, en tant qu'individu, on supporte mal quand notre moto, notre voiture, etc. tombe en panne. Mais sur un chantier, c'est une catastrophe parce qu'il y a des pénalités financières tout de suite. Vous bloquez tout, en fait. Et ce qui est très intéressant, par contre, c'est que tout à l'heure, Hervé parlait de la question de la maintenance, qui effectivement appelle des nouvelles compétences quand vous avez d'autres motorisations. C'est aussi, on peut le voir sous forme d'une opportunité. Ça peut être d'un angle positif, puisqu'on parle, là, on va parler de formation des jeunes, etc. Exactement. Ça peut être aussi ce sont des métiers qualifiés, nous bien rémunérés. Créateurs d'emplois, avec des métiers qualifiés. On a un mal de chien à trouver parce que ce sont des métiers de col bleu, alors que ce sont des métiers qui permettent de travailler en région, au niveau national, voire même de faire de l'international. Je peux vous dire qu'un bon technicien en maintenance qui a envie de bouger, il va trouver du boulot. Eh ben, allez trouver le message pour s'adresser aux jeunes, on a du mal. Ce qui fait que tout à l'heure, je rebondis sur ce que disait la personne de l'ADEME, il y a peut-être effectivement, en allant toucher les populations plus jeunes, effectivement des belles perspectives d'emploi à proposer ici. Mais alors, Julien Chalais, je vais lui laisser aussi glisser un mot parce que vous êtes tous très enthousiastes. Ce qui est, il y a on voit pas quelle sera la solution, mais le pire, c'est qu'il n'y aura peut-être pas une seule solution, parce que vu la diversité des engins, des typologies d'équipements, il peut y avoir de l'électrique on parle du bâtiment, mais le marché pour ces engins, c'est aussi les travaux publics. Avec des typologies d'engins extrêmement variées et de chantiers qui fait que il faudra peut-être des solutions différentes suivant les applications. Les dire un peu adaptées finalement au cas par cas, peut-être finalement. Mais là, la complexité, notamment si on est loueur, d'avoir un parc d'engins divers qui peuvent pas être interchangeables, parce que les chantiers sont éphémères, bâtiments et travaux publics, quelques semaines, quelques mois. C'est compliqué. Ouais, moi je suis en fait la question qu'on se pose beaucoup nous à la fédération, c'est justement comment arriver dans cette transition et quels vont être tous les éléments additionnés qui vont nous permettre d'être plus efficients. On vient de créer là un outil qui s'appelle Bâtisseur responsable pour les adhérents de la fédération, où justement on essaye de valoriser les bonnes pratiques. Et si l'entreprise, en fait, c'est de l'auto-évaluation, si l'entreprise, justement, n'est peut-être pas encore rentrée dans cette approche, justement, des bonnes pratiques, lui donner, en fait, l'envie d'y aller. Et en additionnant plein de petits gestes, je pense qu'on va réussir à être de plus en plus efficient, efficace. Donc, c'est vraiment toute une approche que l'on doit avoir, nous, en tant que chef d'entreprise. Là, moi, je rejoins la Convention des entreprises pour le climat, justement pour travailler sur ma transition écologique, pour voir comment je peux être plus efficient du départ du choix des matériaux avec lesquels je vais fabriquer mes menuiseries. Quand je commence à remplacer mon parc machine, comment il va être plus efficace aussi, moins énergivore, et ensuite, comment, ces matériaux construits, comment je vais pouvoir les acheminer d'une façon plus écologique. Mais c'est vraiment toute une réflexion. Et c'est vrai qu'à la fédération, on a vraiment ce cœur d'accompagner les entreprises. On a sorti, par exemple, les quarts d'heure de l'environnement pour justement sensibiliser, en fait, nos adhérents. Je prends deux casquettes, forcément. J'ai celle où j'utilise, et en même temps, et c'est là où je vois tout à fait les problématiques que l'on a, mais en même temps, je pense que de plus en plus, on est quand même tous autour de la table, conscients de ce qu'il faut faire. On va au contraire vers cette amélioration, mais c'est vrai qu'on a aussi toujours tendance dans notre système à mettre toujours la charrue avant les bœufs. Finalement, on nous donne des obligations, mais en même temps, on n'a pas encore prévu les accompagnements, et c'est là où du coup ça coince. Exactement. Allez, un dernier tour de table, parce que je vois le temps qui file. Hervé, oui, ça renvoie à ce qu'on fait nous aussi, des DLR pour accompagner l'entreprise comme vous le faites. On a mis au point un label sécurité environnement. On lit beaucoup la notion de sécurité avec l'environnement, mais ça renvoie encore à une dimension de temps, c'est-à-dire qu'une PME qui rentre dans cette démarche-là, si elle va vite, c'est 3 ans. Si elle va vite, oui, j'ai pas voulu le dire, mais merci. Si elle va vite, c'est 3 ans. Donc, ça prend du temps, c'est de la sensibilisation. Il faut en parler, il faut faire énormément de vidéos, d'interviews, etc. Et puis, il faut convaincre les chefs d'entreprise, PME, qui n'ont pas toujours les moyens, mais c'est pas forcément des moyens financiers. D'ailleurs, je dis ça avec beaucoup de respect. Sachant qu'on traverse quand même une crise aussi. Alors donc oui, c'est pas simple. Remis dans le contexte, c'est compliqué. Mais il y a aussi les moyens techniques. Comment est-ce que moi, PME de 20 personnes, je délègue un de mes collaborateurs à une certification qualifiante, un label DLR SE+ environnement? C'est pas simple. Julien Chalais.
Un commentaire en conclusion? Oui, effectivement, je pense que, à court terme, il y a quand même plein de solutions d'économie d'énergie qui existent, donc il faut pouvoir aussi les mettre en œuvre rapidement et peut-être avoir des dispositifs plus simples pour les aider et les promouvoir. Et puis l'électrification, pour la développer en pratique, il faudra effectivement une volonté politique, des budgets, parce que ça aura un coût et ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fera pas tout seul. Je vais rajouter quelque chose, Catherine Garnier, avant que je passe la conclusion. Non, mais je crois qu'on est tous d'accord sur, cette notion. La question posée au départ, c'est quelle solution pour réduire l'empreinte carbone du côté des engins de chantier et des transports. On voit que les solutions, on les attend quand même un peu. On a du mal à répondre tout de suite à la question. Oui, alors après, il y a aussi la volonté de chacun en tant que chef d'entreprise de rentrer dans cette transition. Mais voilà, il nous faut quelque chose de cohérent, il nous faut quelque chose qui nous permettent de le faire efficacement. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nathalie, vous allez nous réinviter dans 5 ans. Voilà, c'est ça. Évidemment. Donc, vous avez entendu les organisateurs du mondial. On repart, on continue pendant 5 ans. Allez, une conclusion, Hugues-Marie. Non, et à votre question, quelle solution ? Moi, je réponds quelle solution au pluriel, parce que effectivement, je crois qu'on a compris que sortir du couteau suisse du thermique, c'est effectivement s'ouvrir à une variété de solutions selon les usages, selon les contextes. Pour répondre finalement à ce que monsieur disait tout à l'heure, finalement, il y a peut-être une valeur ajoutée aux loueurs demain qui sera de maîtriser cette complexité des solutions, parce que parfois ça sera une petite pelle électrique, parfois ça sera une grosse pelle pour des TP qui fonctionnera à l'hydrogène. Il y aura la chaîne énergétique à apporter sur le chantier et des solutions que des loueurs pourront, dans ce cas-là, clé en main, servir à leurs clients. Donc il y a aussi des opportunités en termes de modèles d'affaires à faire évoluer pour des loueurs et de solutions complètes à apporter. Donc, je vous interromps, Marie. Ça, c'est très intéressant parce qu'une des caractéristiques des loueurs, c'est leur agilité. Ils savent gérer des parcs complexes, etc. Ça renvoie à quoi ? Ça va renvoyer à l'offre. Que vont nous offrir les constructeurs en partenariat, bien sûr. L'image aussi. Je pense que ça va nous changer aussi nos images. Changer l'image. Tout à fait. Et donc ce rôle finalement d'intermédiaire reprendra encore peut-être plus de valeur demain, parce que effectivement, malheureusement, la solution unique, magnifique, bas carbone, pas coûteuse, celle-là, je pense qu'effectivement, elle existera pas. La notion de service. Il faut que nous offrions un service. Exactement. Et ça dépasse largement la simple question du matériel. Voilà l'opportunité pour les matériels de chantier. On pourrait continuer le chantier. On a le chantier aussi, mais le dialogue, parce que vous êtes bien engagés sur ces sujets-là. Rendez-vous dans 5 ans, même avant. Vous pouvez revenir sans souci. Merci beaucoup, Hugues-Marie Onagnier, donc manager et copilote pratique stratégie chez Carbone 4. Catherine Guerniou, chef de file RSE à la FFB et aussi chef d'entreprise. Julien Chalet, directeur de l'action collective chez Evolis. Et puis Hervé Rebolo, délégué général du DLR. On l'a vu, la solution n'est pas si simple que ça, mais en tout cas, les acteurs sont engagés, ils ont envie. On va regarder un peu comment on peut combiner tout ce mix. Allez, on marque une courte pause et on va se retrouver dans un instant pour parler de rénovation énergétique dans les territoires. Il sera question du Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le grand dossier du Mondial du bâtiment, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.